Bonsoir à tous. Bonsoir Lies Loufoque. Moi, je t'ai pas. Est-ce que tu peux répéter? Je t'entends pas du tout. Alors, est-ce que là tu m'entends ou pas? Ouais, là c'est bon. Ok. Ok, Bonsoir. donc on est en live. On va attendre comme d'habitude quelques instants que les premiers spectateurs nous rejoignent. Donc bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'enfance libre pour la suite de cette série d'entretiens autour de la pédocriminalité. C'est un sujet lourd, mais malheureusement tout à fait d'actualité, face auquel la réponse est encore trop souvent le silence, l'ignorance, le déni et le tabou. Pourtant, des milliers d'enfants et d'adultes sont concernés. Avant de présenter notre invité du jour, Lies Loufoque, comme d'habitude, je fais un petit avertissement, car le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet anodin. En parler ou en entendre parler peut réactiver des traumatismes. Si vous vous sentez déstabilisé, perturbé par ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à y revenir plus tard. Toutes les vidéos seront disponibles en replay. C'est très important que vous puissiez respecter vos limites. Pour être orienté vers une écoute, de la documentation ou un accompagnement thérapeutique, des ressources gratuites vous sont proposées automatiquement en cliquant sur l'onglet « Contacter par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'enfance libre. Vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons associationlenfancelibre@gmail.com. Bonsoir Lies Loufoque. Bonsoir. Donc tu viens d'avoir 26 ans, il y a une semaine je crois, et tu es éducateur et membre du Conseil national de la protection de l'enfance, auteur du livre Dans l'enfer des foyers, paru en 2014, un livre qui raconte ton histoire. Tu es placé dès ta naissance, puis ballotté entre famille d'accueil et foyer jusqu'à ta majorité. Ce que tu racontes, c'est un enfer que vivent quasiment tous les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Ton témoignage a, semble-t-il, été bien accueilli, ce qui t'a amené à t'investir politiquement pour la cause des enfants. Merci d'être avec nous ce soir. Bah non, merci à vous pour l'invitation. Pour commencer cet entretien, qu'est-ce que tu veux nous partager de ton histoire? Oula, alors résumer 18 ans de parcours à l'aide sociale à l'enfance, ça va être compliqué dans un laps de temps court, mais les grosses lignes, j'ai été placé à la naissance parce que ma mère biologique était atteinte, et toujours d'ailleurs atteinte d'une pathologie psychiatrique, pathologie du coup qui l'a rendue incapable de s'occuper de moi. Et j'ai été, tu l'as dit, de famille d'accueil en famille d'accueil, puis j'ai connu aussi les foyers de rupture. J'ai connu de très bonnes familles d'accueil, comme j'ai connu des familles d'accueil extrêmement maltraitantes. À l'âge de 5-6 ans, j'ai été placé dans l'une d'entre elles où pendant 2 ans, j'ai été victime de graves violences. Et puis des violences qui se sont répétées plus tard quand j'ai été placé en foyer. Et c'est en foyer que j'ai connu les violences sexuelles, notamment. Et voilà, et après j'ai terminé mon parcours à l'aide sociale à l'enfance à 18 ans. Et s'en est suivi tout un parcours assez compliqué après, puisque à 18 ans, on est encore assez jeune et on nous demande très vite d'être autonome, indépendant et de Mhm. subvenir à nos besoins très vite, parce qu'on n'a plus le soutien de l'aide sociale à l'enfance. Et donc ça, c'est pareil, c'est aussi un des sujets, moi, qui me touche énormément, c'est l'après-protection, c'est-à-dire l'après-aide sociale à l'enfance, et que deviennent justement les enfants placés qui pour quand même la plupart ont été placés pour des raisons de violence, pour des faits de violence subis dans le milieu familial ou intrafamilial. Et ces enfants que la puissance publique normalement a l'obligation de protéger, bien souvent malheureusement, terminent sur les trottoirs dans nos grandes villes ou dans nos campagnes sans abri parce que rejetés par cette même puissance publique. Mhm. Tu parlais de ton histoire qui est violente de plein de manières différentes. Comment tu survis enfant dans cette réalité? Comment on survit? Pour tout te dire, je ne sais pas comment on survit parce que les jours s'enchaînent les uns après les autres et de fait, bah, on est encore là et on respire toujours. Après survivre, c'est un grand mot.
Moi, je pense surtout aux conséquences que ça laisse, des traces que ça laisse, parce que quand on est un enfant, qu'on est placé en institution, dans des institutions qui en plus sont censées nous protéger, Mhm. elles-mêmes sont maltraitantes, il y a une espèce de fatalité qui nous tombe dessus, comme si on ne pouvait pas s'en sortir finalement, puisque eux qui sont chargés de notre protection ne le font pas et parfois même aggravent notre situation. Donc c'est vrai que cette fatalité-là, moi je l'ai connue enfant et très tôt. Après, ce qui m'a permis, je pense quand même, de ne pas me suicider, pour parler clairement, c'est la colère que j'ai nourrie. Et moi, j'ai été longtemps porté par la colère. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais cette colère que j'avais vis-à-vis des adultes et notamment des éducateurs, vraiment m'a permis aussi, je pense, de tenir le coup. Parce qu'un jour, je me suis Mhm. dit très vite que ce qui s'est passé n'allait pas rester impuni, que j'allais parler, que je ne ferais pas partie de ceux qui se tairont parce que j'étais incapable enfin, je me pensais incapable de me taire et j'ai été porté par ça, vraiment. Tu parles de cette colère au passé. Qu'est-ce qui t'a permis de la digérer, cette colère? J'ai grandi, j'ai construit une vie qui aujourd'hui est apaisée. Et ça, c'est une belle victoire pour moi parce que c'était pas gagné. Là, tu l'as dit, j'ai fêté mes 26 ans. Moi, quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas un jour fêter mes 26 ans. C'était inimaginable parce que je me suis dit toujours, de toute façon, je vais finir à la rue quand j'en aurai 18. Et puis voilà. Et beaucoup de mes camarades avec qui j'ai pu grandir sont aujourd'hui soit en prison, soit en hôpital psychiatrique, soit morts, parce que beaucoup se sont suicidés. Et donc voilà, moi je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai réussi à m'en sortir, c'est d'avoir réussi malgré tout à construire une vie apaisée et puis surtout d'être tombé sur des personnes extraordinaires parce qu'on s'en sort jamais réellement seul. Moi j'ai eu la chance d'avoir eu au début de mon placement une première famille d'accueil qui a été une famille extraordinaire pour moi, qui m'a aimé, qui m'a chéri, qui m'a éduqué, qui m'a porté, et malheureusement chez qui je n'ai pas pu rester. Mais j'ai aussi eu la chance de connaître à la fin de mon placement une dernière famille d'accueil chez qui j'ai aussi pu avoir des bases pour me reconstruire. C'est à ce moment-là c'est dans cette dernière famille d'accueil, je crois que tu commences à écrire ton histoire. Comment tu en viens à écrire un livre qui raconte l'horreur que tu as vécue? Alors, une recherche Google, pour être très honnête, je me posais énormément de questions sur les enfants placés. Je me disais, c'est hallucinant parce que je sais que je suis placé, je sais que plein d'autres le sont puisque je les ai côtoyés ayant Mhm. été placé avec eux. Mais en regardant sur Google pour voir justement s'il y avait des témoignages d'enfants placés similaires aux miens qui avaient pu traverser éventuellement les mêmes choses, j'ai découvert qu'il n'y avait absolument rien, qu'on ne parlait pas des enfants placés, que c'était un sujet qui n'existait pas et surtout que les premiers concernés jusqu'à présent n'avaient que très très peu pris la parole. J'ai retrouvé des témoignages d'enfants qui ont été placés après la Seconde Guerre mondiale, donc on a vraiment des récits historiques autour de cette période, mais aucun récit contemporain et surtout aucun récit mis dans une dynamique politique, c'est-à-dire d'analyse des effets de violence, du système de domination que peut avoir l'institution sur les enfants. Et ça m'avait, moi déjà à cette époque, mis dans une colère, mais enfin, dans une rage même, parce que je me suis dit, pourquoi on ne parle pas de nous Et j'avais vraiment ce sentiment d'injustice. Et Mhm. donc à ce moment-là, il y avait cette urgence justement de laisser une trace quelque part, de me dire, je ne veux pas que d'autres enfants qui sortent de l'aide sociale à l'enfance ou qui y sont encore, en faisant exactement la même chose que moi, c'est-à-dire une recherche Google, soient désemparés devant leur ordi parce qu'on ne parle pas d'eux, parce qu'ils ne peuvent s'identifier à personne d'autre et que personne n'a brisé cette omerta qui existe toujours par ailleurs des violences institutionnelles. Donc c'était une urgence d'écrire ce livre pour laisser une trace d'abord pour ceux qui étaient encore placés. Moi, j'ai vu ce livre uniquement comme un outil en me disant, voilà, la première objectif, c'est ça, c'est on laisse une trace pour ceux qui vont faire cette petite recherche Google plus tard, et surtout pour alerter la société civile, parce que j'ai aussi pris conscience que dans la société, la protection de l'enfance, mais plus précisément la condition de vie des enfants placés, était extrêmement méconnue à la fois de nos concitoyens, de nos concitoyennes, mais aussi du personnel politique, les élus départementaux, les élus ou
les ministres dans certains gouvernements qui jusqu'à présent n'avaient jamais traité réellement de cette problématique-là. Et il faut quand même savoir que ce qui a été le plus difficile, je crois, c'est pas tant d'exprimer sa condition de vie d'enfant placé, c'est de lever le voile sur les violences institutionnelles. Et moi, c'est là où j'ai vu tous les blocages. Dès qu'on commence à parler de maltraitance dans les foyers, de maltraitance dans les familles d'accueil, on a une levée de bouclier qui est phénoménale parce que c'est une institution qui est une vieille institution, qui n'a jamais été réformée et que ça embête tout le monde de regarder cette réalité en face. Parce que derrière, ce n'est pas que des vies d'enfants gâchées, c'est aussi des conséquences dramatiques sur la société. Moi, j'ai été un des premiers à dire dans les médias qu'une personne sans abri sur 4 est un ancien enfant placé. Et bien ça, c'est une donnée, par exemple, quand on a commencé à aller sur les plateaux et à sortir ce chiffre et à dire la réalité, c'est aussi ça, et ben ça a dérangé, ça a profondément dérangé. Ça met aussi en miroir finalement le manque d'action de la puissance publique, des pouvoirs publics et des élus. Et je crois qu'il n'y a rien de plus insupportable pour eux que leurs failles soient mises en lumière et en lumière. Et donc là-dessus, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Moi, pendant longtemps, en plus, tu l'as dit, je suis devenu éducateur spécialisé, donc j'ai aussi exercé en protection de l'enfance. Et encore aujourd'hui, j'ai été marginalisé par mes pairs, c'est-à-dire les collègues, les institutions pour lesquelles j'ai pu travailler, etc. Parce que justement, je portais ce discours qui les dérangeait. Et à chaque fois, on m'accusait de dire oui. Tu pointes uniquement ce qui ne fonctionne pas, mais tu oublies de dire quand même que l'aide sociale à l'enfance sauve des centaines de vies d'enfants. Oui, en effet, heureusement, c'est sa mission première. Si elle ne le faisait pas, ce serait encore plus dramatique que la situation actuelle. Donc, mais moi, je n'ai pas envie de distribuer des cookies aux gens qui font juste leur travail. Voilà. Donc, ce n'est pas mon rôle. J'ai aussi noté, et c'était l'enjeu aussi de ce plaidoyer, pas du livre, parce que le livre, vraiment, je ne l'ai pas vu comme quelque chose de... Enfin, pour moi, c'était juste un outil, voilà, il n'y a rien de plus. Mais ce qui était fondamental, c'était aussi de construire une pensée politique autour de la protection de l'enfance, et particulièrement des enfants placés. Et ça a pu se faire par le biais de création de collectifs qui ont eu énormément de mal à se mettre en place, mais qui maintenant existent, donc par le biais de l'association Repère, qui est une association enfants placés, qui porte un plaidoyer sur ces thématiques-là. Et ben voilà, on essaye de se faire une place finalement dans ce bain, dans ce milieu politique de la protection de l'enfance. Ça n'a pas été évident, mais on a réussi à l'avoir. Ok. Peut-être tu peux expliquer pour ceux qui nous regardent en quoi ce que tu as vécu, c'est aussi l'histoire de milliers d'enfants placés dans les familles d'accueil ou les foyers de l'ASE. Ouais. Moi, j'ai été placée, je l'ai dit, parce que ma mère a une maladie psychiatrique qui la rendait incapable de s'occuper d'un enfant, tout simplement. Mais j'ai été dans une première famille d'accueil extrêmement aimante. Et ça, c'est un point chez qui je n'ai pas pu rester, malheureusement. Et le facteur commun qu'on peut avoir avec bon nombre d'enfants placés, justement, c'est les ruptures dans les parcours en protection de l'enfance. Souvent, on nous met dans des endroits où on se sent bien et puis on nous en retire l'année qui suit et on nous replace ailleurs et ainsi de suite. Et ça, c'est assez, je trouve, catastrophique. Mais moi, ce qui a posé un vrai problème dans mon parcours, le tout début, en fait, la base des problématiques que j'ai identifiées dans mon histoire, ça a été la question de l'autorité parentale. Parce qu'en fait, la famille d'accueil, ma première famille d'accueil chez qui j'ai été placée et que j'aimais énormément, elle voulait absolument me garder, mais ça n'a pas été rendu possible parce que ma mère biologique a toujours conservé l'autorité parentale, qu'elle habitait en région parisienne et que l'ASE avait estimé à cette période que pour mon bien, il fallait que je reste proche du lieu d'habitation, enfin du département d'habitation de ma mère, et que donc je ne pouvais pas suivre ma famille d'accueil qui déménageait dans le sud. Voilà. Donc, et ça, en protection de l'enfance, la question de la sacralisation des liens du sang est extrêmement présente et elle porte préjudice à beaucoup d'enfants placés. On a des pères qui ont été condamnés pour des violences sexuelles, pour de l'inceste notamment, mais qui malgré tout conservent encore aujourd'hui l'autorité parentale sur leurs enfants. Enfants qui pour la plupart, enfin pour certains, sont placés à aide sociale à l'enfance. Donc ça veut dire que le criminel a un pouvoir de nuisance sur la vie de ses enfants, même quand ils sont censés être protégés, qui est phénoménal. Et ça c'est pareil. C'est voilà, cette question des liens du sang, c'est vraiment un des points, je trouve un des sujets en protection de l'enfance qui est le plus brûlant.
Et puis évidemment, il y a d'autres facteurs communs, la maltraitance institutionnelle, parce que dans les familles d'accueil, aucun enfant placé n'est à l'abri de subir des violences. On a très peu de contrôles qui sont effectués dans les familles d'accueil, mais aussi dans les foyers. Hein. Pour donner un chiffre, l'IGAS, en 20 ans, n'a contrôlé que 34 départements sur 101, donc ce qui montre quand même de grosses carences de notre dispositif de contrôle national. Et donc, toutes les institutions comme celle-ci qui sont opaques parce que non contrôlées sont davantage susceptibles de générer des situations de maltraitance institutionnelle. Et quand on voit les témoignages et la libération aussi de la parole des enfants placés ces dernières années, on se rend compte que les faits de violence dans les institutions, dans les familles d'accueil, sont loin d'être marginaux et qu'on a été très nombreux à y être confrontés. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a une un très très bon rapport du défenseur des enfants qui a été publié en 2019 à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant sur les violences en institution, sur les violences institutionnelles. Et il y a tout un focus justement sur l'aide sociale à l'enfance, avec un chiffre qui, moi, m'a heurté. C'est 6 enfants placés sur 10 sont victimes de violences dans les institutions. Donc ça peut être des violences subies par d'autres enfants, mais c'est aussi des violences générées par des adultes contre des enfants. Et quand on a 6 enfants placés sur 10 en foyer qui souffrent de violences institutionnelles, de maltraitance institutionnelle, il y a de quoi s'alarmer parce que ça vient nous dire qu'aujourd'hui, notre système de protection de l'enfance n'est pas efficace. Ok. Est-ce que tu peux, donc là, tu nous as parlé des maltraitances institutionnelles. Est-ce que tu peux nous parler de la réalité des violences sexuelles sur mineurs dans les foyers? Alors moi, j'ai été victime, donc j'ai intégré un foyer à l'âge de 10-11 ans, donc 10 ans et demi. Et j'avais été j'ai connu la maltraitance dans les familles d'accueil très jeune, mais c'est vrai qu'en foyer, j'ai découvert une autre forme de violence qui était celle à la fois exercée par des éducateurs sur des enfants. Donc c'était des humiliations, c'était des coups, des brimades, des insultes. Moi, par exemple, quand on faisait un peu trop de bruit le soir, il y avait cette fameuse punition de la chaise où on nous forçait à nous asseoir dos contre le mur, sans chaise évidemment, parce que sinon, voilà, on prend moins son pied quand on est sadique, avec un dictionnaire sur la tête, une balle de ping-pong, et l'éducateur passait avec une clé en fer, nous cognait dans le genou, jusqu'à ce que la balle de ping-pong tombe. Si la balle de ping-pong tombait, il nous balayait au sol et nous frappait. Mais j'ai aussi vu la violence sexuelle, j'en ai été victime à l'âge de 11 ans, pendant un an et demi. Violences sexuelles qui ont été commises par un autre jeune qui était placé dans le même foyer que moi, mais qui lui était plus âgé, puisqu'il était âgé de 17 ans. Et ça a été pour moi extrêmement douloureux parce que là, pour le coup, j'y ai pas vu d'échappatoire. C'est-à-dire que en institution, il y a une forme de banalisation des violences qui est extrêmement présente, et notamment des violences sexuelles. C'est-à-dire que tout le monde sait, mais personne ne dit rien ou personne ne fait rien pour les empêcher. Moi, j'avais des copines, par exemple, qui étaient contraintes parfois de pratiquer des fellations dans la salle télé, dans la salle où on regardait des films, avec l'éducateur qui était assis sur un canapé à l'autre bout, qui voyait très bien ce qui se passait, mais qui n'agissait pas. Et ça, quand moi j'avais 11 ans et que j'ai commencé à être victime de ces violences-là, ça m'a empêché de parler, ça m'a empêché de dénoncer, parce que j'ai bien vu que celles qui avaient eu le courage avant moi d'alerter les professionnels du foyer sur ce qu'elles étaient amenées à subir, étaient tout de suite marginalisées, cataloguées de filles faciles, de putes, etc., sans que les professionnels derrière, en plus, agissent réellement. C'est-à-dire qu'on a laissé des gamines dans des états lamentables à subir des violences extrêmement graves et sans se préoccuper de leur sécurité ni de leur bien-être. Ce qui a d'ailleurs conduit au suicide d'une de mes amies qui s'appelle Cindy, et qui s'est pendue au barreau de son lit parce que justement, elle n'a trouvé aucun écho aux alertes qu'elle avait lancées sur les violences qu'elle subissait. Et l'autre problématique, c'est que pour faire face à ces violences sexuelles, et pour lutter contre ces violences sexuelles, il faut d'abord les reconnaître. Et en foyer, le problème, c'est que je parlais de cette banalisation, mais il y a aussi, je trouve, enfin, c'est pas je trouve d'ailleurs, c'est une réalité, il y a de vraies carences dans le dispositif. Parce que quand on identifie qu'un enfant, par exemple, a violé un autre enfant, et bien souvent, on les laisse cohabiter pendant des périodes extrêmement longues, en sachant ce qui s'est passé, tout simplement parce qu'on manque de place ailleurs.
Voilà. On manque de place ailleurs, on manque de place dans les réseaux pédopsychiatriques. On a très peu de réseaux de soins institués en France pour Pour les prévenir enfants. Ouais. et pour les enfants agresseurs. Et du coup, par ce manque de dispositifs et par le manque de place que l'on peut avoir en France, eh bien, on laisse des enfants victimes cohabiter avec leurs enfants bourreaux. Et ça, et puis, les deux, de toute façon, doivent être pris en charge. Hein. Moi, je ne dis pas qu'il faut criminaliser ces enfants parce que je pense que c'est aussi des victimes et qu'il faut pouvoir leur apporter du soin. Voilà. Le problème, c'est que le système de protection de l'enfance, et particulièrement à la société enfance, n'a jamais été pensé à ce niveau-là. Il apporte une réponse dite éducative, mais il n'apporte pas une réparation au trauma. Voilà. Et je pense que là-dessus, il y a une vraie problématique de formation des professionnels qu'il va falloir sérieusement accentuer dans les années à venir parce que les problématiques s'intensifient de plus en plus sans forcément que les éducs soient outillés pour y répondre. Donc, vous voyez, il y a plein, tu vois, je pense qu'il y a plein de choses qui s'entremêlent. Et c'est aussi ça qui est complexe, c'est que qu'il faut agir sur tous les fronts. Eh bien, on agit nulle part parce que personne encore n'a décidé, en tout cas politiquement, d'investir massivement dans cette politique publique. Toi, tu as été aussi éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance. Comment ça se passe normalement quand il y a un cas avéré de viol entre enfants au sein d'un foyer? Je vais être très clair. Souvent, c'est ce qu'ils appellent, alors moi, je trouve ce jargon répugnant, mais ils appellent ça les patates chaudes. Donc, ils essayent de se faire filer entre institutions. Moi, pour te dire, par exemple, une fois, j'ai reçu un rapport d'un confrère qui avait noté au sujet d'un enfant, donc pour une réorientation, pour une admission dans la structure où je travaillais, cet enfant a un comportement à tendance homosexuelle. Voilà ce qui avait été écrit dans un rapport. Donc là, évidemment, je lis ça, je tombe des nues, je prends mon téléphone, j'appelle le confrère, je lui demande, j'ai bien reçu votre rapport pour le gamin, machin. Il y a un moment donné, vous mettez qu'il a des rapports à tendance homosexuelle. Je ne comprends pas ce que vous avez essayé de dire. Est-ce que vous êtes homophobe ou qu'est-ce que vous essayez de faire passer comme message? Il me dit non, mais en fait, c'est délicat, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il agressait sexuellement les autres enfants la nuit. Je dis, mais vous ne pensez pas que ça, typiquement, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre dans votre rapport pour qu'on soit au courant? Parce que si moi, j'admets cet enfant et que je ne suis pas au courant de ça, on prend donc le risque qu'il y ait d'autres victimes. Donc voilà, en fait, voilà comment les choses se passent. C'est que tout le monde sait que ces enfants qui passent à l'acte, et qui agressent d'autres enfants, les institutions associatives notamment, puisqu'en protection de l'enfance, il faut quand même le rappeler, 90% des établissements sont gérés par des associations. Hein. On parle de service public, mais à ce niveau-là, je peux t'assurer que c'est pas forcément du service public. Eh bien, ces associations ont le droit de refuser des candidatures, entre guillemets, d'enfants. Et donc, souvent, quand on sait qu'il y a des violences sexuelles, on ne les admet nulle part. Ce qui explique justement ces cohabitations extrêmement longues entre enfants victimes et enfants agresseurs. Du fait du peu de signalements du coup, qui soient faits par les professionnels dans les foyers, est-ce que l'on peut dire que les viols sont tolérés dans les foyers? C'est quasiment jamais judiciarisé, les plaintes sont quasiment jamais déposées, et ça, c'est peut-être ce qu'il y a même de plus scandaleux, c'est-à-dire que c'est un déni de justice que subissent les enfants placés victimes aujourd'hui. Quand on a des affaires comme celle-ci, de violences sexuelles, d'agressions, etc., souvent, ça reste en interne, ça sort pas des murs de l'institution. En gros, le pas de vague, voilà, le pas de vague qu'on retrouve dans d'autres milieux, on l'a aussi en protection de l'enfance. Et rarement les plaintes sont déposées. Moi, par exemple, j'ai demandé, quand j'ai été victime de maltraitance en famille d'accueil et que j'ai voulu consulter mon dossier judiciaire quasiment à l'âge adulte, avant mes 18 ans, je suis retourné au placement familial dont je dépendais et je leur ai demandé pourquoi vous n'avez pas déposé plainte. Et à cette période, ils m'ont dit on lui a retiré son agrément, mais on n'a pas voulu déposer plainte parce qu'on estimait que c'était à ta mère de le faire. Ma mère qui était malade, sous tutelle, je veux dire, on ne pouvait pas attendre d'elle qu'elle aille déposer plainte pour faire valoir mes droits. Et donc l'institution, à ce moment-là, n'avait pas voulu se substituer, entre guillemets, alors que normalement, ils en avaient l'obligation en plus. Voilà, donc ça, c'est assez récurrent. On retrouve ça pas que dans ma situation, dans plein d'autres situations. Et ce qui fait que souvent, les affaires ne sont pas judiciarisées. Si je comprends bien, en fait, il y a cette histoire d'autorité parentale qui fait que l'institution renvoie la balle aussi aux parents défaillants et donc on se retrouve avec des choses qui ne sont pas faites.
C'est un argument. Après, c'est un argument qui n'est pas valable juridiquement parce que les professionnels ont l'obligation de dénoncer à la justice les violences qui sont commises sur des enfants, Mhm. des violences commises d'enfants sur enfants. Et voilà, mais là, en l'occurrence, c'était un prétexte qui était bien gerbant par ailleurs parce que non avenu. Et non Ok. légitime. Mais c'est en tout cas, c'est assez régulier, c'est assez fréquent. Moi, j'ai beaucoup de témoignages qui me remontent d'enfants victimes de violences et de viols en institution et qui me disent, j'en ai parlé à mon éduc, mais ils n'ont rien fait, etc. Et je suis toujours là-bas. Voilà. Là, j'avais dénoncé dans un centre éducatif renforcé il y a quelques mois avant le premier confinement, des situations dramatiques où les enfants étaient tondus. On tondait les enfants, ils dessinaient des pénis sur les torses, etc., avec des pratiques humiliantes. Ils organisaient des combats d'enfants où ils pariaient de l'argent. J'avais réussi à récolter les vidéos, les conversations WhatsApp, les identités des professionnels incriminés, etc. Donc je balance ça, je demande à une députée de donner ça à Nicole Belloubet à l'époque. Une enquête après a été ouverte. Il a fallu que je fasse médiatiser ça. Donc c'est le Nouvel Obs qui a sorti le dossier. Et on s'est rendu compte que pendant le confinement, les enfants victimes étaient toujours dans le même CER, donc dans le même centre, avec les mêmes éducateurs qui n'ont toujours pas été licenciés à ce jour, hein, par ailleurs. Donc c'est-à-dire que même quand on dénonce, même quand l'autorité judiciaire est saisie, même quand l'administration est au courant, parfois il faut attendre plusieurs années pour qu'il y ait des actes et des actions qui soient prises. Ok. Et ça, c'est un scandale. C'est un vrai scandale parce que on prend le risque que d'autres victimes, que d'autres enfants soient victimes à leur tour, alors qu'on pourrait stopper tout ça et de façon très facile. Je veux dire, il suffirait de licencier ces personnes, de les attaquer, d'émettre des interdictions d'exercer auprès d'enfants, etc. Mais c'est jamais fait, jamais. Tu parlais dans ton livre, enfin dans les violences sexuelles, il y a aussi la prostitution. Tu en parles un peu dans ton livre. Est-ce que, voilà, qu'en est-il de la prostitution des adolescentes dans les foyers? C'est un fléau et moi ce qui m'inquiète c'est que c'est un fléau en pleine augmentation, en pleine expansion. Aujourd'hui on a carrément des chauffeurs Uber qui viennent chercher les gamines devant les foyers, ça n'inquiète personne. Les professionnels savent, il y a eu plusieurs reportages là-dessus d'ailleurs qui ont été diffusés et qui montraient cette face sombre de la protection de l'enfance où les professionnels savaient que les gamines étaient dans l'hôtel dans la ville à côté mais ne bougeaient pas, les laissaient. Et oui, c'est un phénomène qui moi, m'inquiète énormément parce que déjà à mon époque, ça se produisait, ça se passait. J'ai dit, j'ai beaucoup de copines qui ont commencé par rentrer en rentrant dans la prostitution dans les institutions, notamment en pratiquant des fellations contre des cigarettes ou ce genre de choses. Et c'était jamais repris. Et c'était, je l'ai dit tout à l'heure, hein, su de tous. C'est-à-dire que c'était pas un scoop, tout le monde le savait. Et pourtant, personne n'agissait. Voilà. Donc cette banalisation, du coup, elle facilite aussi, je pense, cette mise en danger que certaines jeunes filles font. Et le problème, c'est que tout ça est toléré. Voilà. Après, il y a de plus en plus d'enfants placés qui rentrent dans la prostitution parce que lâchés aussi par les institutions. Moi, j'ai plein de gamines qui me contactent sur les réseaux sociaux parce qu'elles sont en fugue. Elles ont fugué pour fuir des situations de violence à l'intérieur des structures. Elles n'ont qu'une peur, c'est de retourner à l'intérieur de ces établissements. Donc, elles préfèrent vivre dehors en situation d'errance, être des proies pour des pédocriminels en puissance. Et ça, c'est aussi une réalité, c'est que la prostitution des enfants et des enfants placés particulièrement, elle résulte souvent d'une situation de fuite des institutions de protection de l'enfance. Si ces enfants-là étaient si bien que ça dans les foyers, je peux vous assurer qu'elles ne fugueraient pas en fait. Mhm. Si elles y sont bien, elles y restent, elles ne fugueraient pas, il n'y aurait pas cette mise en danger, elles ne tomberaient pas entre les mains de pédocriminels. Donc réformons nos institutions profondément, rendons nos institutions juste en fait bien traitantes, ce qui est quand même censé être la base, et peut-être qu'on assistera à un phénomène, en tout cas en baisse, par rapport à ce sujet-là. Mais c'est vrai que je suis très inquiet parce qu'on a aussi toutes les sortantes de l'aide sociale à l'enfance
qui sont jetés à la rue comme quasiment tous les enfants placés à 18 ans, parce qu'à 18 ans, on n'est plus un enfant légalement, donc la prise en charge, la protection s'arrête, et les départements, sans trop de scrupules et de plus en plus maintenant, souvent le jour de notre anniversaire, nous demandent de faire nos bagages, et comme on n'a pas de famille ou que nos familles sont dysfonctionnantes, violentes ou autres, on ne va pas toquer à leur porte. Comme on a été placé avec des ruptures de parcours dans notre placement régulier, on a des carences aussi au niveau du réseau social, c'est-à-dire que quand on change d'école tous les ans ou tous les 2 ans, c'est très difficile de créer des liens d'amitié sur le long terme, liens d'amitié qui sont utiles à l'âge adulte par ailleurs parce que ça permet d'avoir un réseau et un soutien social. Eh bien, tous ces facteurs-là font que souvent, passé 18 ans et la mise à la rue après 18 ans, on se retrouve avec des jeunes filles qui sont contraintes à la prostitution pour survivre. Jusqu'ici, on a parlé de ce qui se passait dans les foyers. Et est-ce que dans les familles d'accueil, c'est le même enfer? C'est-à-dire que oui, alors oui et non, parce que j'ai envie de dire, moi j'ai connu d'excellentes familles d'accueil et j'ai connu des familles d'accueil atroces. Voilà, atroces. Donc il y a des situations de violences sexuelles aussi dans les familles d'accueil. Il y a eu plusieurs affaires qui ont été sorties ces dernières années d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, celle qui est la plus d'actualité, c'est l'affaire Laetitia Perret. Hein. Il y a eu une série sur France 2 à ce sujet-là. La famille Patron, Monsieur Patron, qui a violé Laetitia et sa sœur Jessica. Voilà, et ça se passe. Je veux dire, ça se passe évidemment. C'est des métiers qui, pour moi, sont trop faciles d'accès. Il suffit de demander un agrément au département. Il y a une visite pour vérifier en effet qu'il y a le nombre de chambres suffisantes, que le logement est décent. Il y a un entretien avec un psychologue, d'accord, mais je veux dire, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, beaucoup de pédocriminels se tournent vers les métiers de l'enfance et je trouve ça regrettable qu'il n'y ait pas davantage de contrôle qui soit effectué. Et le problème, si vous voulez, et c'est là où c'est le plus pervers, c'est que structurellement, institutionnellement, les choses sont extrêmement mal pensées, voire volontairement parfois. Moi, en Corse, il y a un président de département, quand on lui a dit, il y a eu en Corse une situation où une famille d'accueil avait maltraité un enfant. Donc ça a été reconnu. La famille d'accueil a été condamnée par la justice. Le département ne lui a pas retiré son agrément. La famille d'accueil exerce toujours. Quand un journaliste a demandé au président du département de la Corse, je crois que c'est AB, je ne sais plus quelle partie de la Corse, il lui a demandé pourquoi l'agrément n'a pas été retiré et pourquoi cette famille d'accueil exerce toujours. Le président de département lui a dit si je commence à retirer tous les agréments de mes familles d'accueil, eh bien j'en aurai plus. Où iront les enfants placés? Voilà. Donc en plus, il y a ce chantage à la place qui est quand même scandaleux, où on ne retire pas nécessairement des agréments parce qu'on sait que derrière, on va être carencé au niveau de nos capacités d'accueil. Et ça, c'est un scandale. Voilà. L'autre problème, c'est les agréments, parce qu'une famille d'accueil à qui on retire l'agrément, rien ne l'empêche d'aller demander un agrément dans le département voisin. Étant donné que c'est une politique décentralisée et que que la protection de l'enfance est une compétence départementale, et que le président du département est le chef de file, et qu'il y a un principe de libre administration des collectivités territoriales, les départements ne communiquent pas entre eux et n'ont pas l'obligation de communiquer entre eux. Ce qui fait que le département voisin ne sera pas nécessairement si la famille d'accueil avait déjà eu un retrait d'agrément pour des faits de violence. Voilà. Donc on a comme ça en plus une espèce d'itinérance des familles d'accueil maltraitantes et violentes qui est tout à fait su et tolérée. Voilà. Mais tout ça, encore une fois, hein, je le dis beaucoup depuis tout à l'heure, mais toutes ces problématiques, et je crois que c'est ce qu'il y a de plus cruel et de plus insupportable pour moi, c'est que toutes ces failles dans le système, toutes ces problématiques qui peuvent être réglées très facilement, hein, je veux dire, créer un fichier national des agréments, déjà, ça peut révolutionner le bordel, ça coûte vraiment pas cher, c'est quelques fonctionnaires derrière pour l'administrer, c'est quand même pas compliqué, ça ne nécessite pas un budget phénoménal, et pourtant, ça pourrait sauver des vies. Et bien, rien que ça, ce n'est pas fait. Et je crois que voilà, ce qu'il y a de plus terrible et de plus difficile, c'est de voir que toutes ces problématiques-là sont identifiées, toutes ces failles sont identifiées, mais que les actions derrière ne suivent pas. Alors que pourtant, on parle de vie humaine, de dignité humaine aussi, et de protection de l'enfance. Il y a une question d'un spectateur qui demande par rapport au manque de place dans les foyers. Est-ce que c'est une problématique réelle? Oui,
C'est une vraie problématique. Dans le nord de la France, par exemple, entre le moment où le juge des enfants décide d'un placement, donc où il ordonne le placement d'un enfant, et le moment où le placement est effectif, il s'écoule en moyenne 18 mois. Voilà, il peut se passer 18 mois où l'enfant reste chez ses bourreaux parce qu'on n'arrive pas à trouver de place. Et c'est bien toute la complexité justement d'avoir une politique décentralisée sur ce sujet-là, sur cette politique publique, parce que on pourrait, si on avait eu un système national, on aurait pu homogénéiser les dispositifs au niveau national et donc répartir les places, voilà, je veux dire en fonction des besoins. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Si on a des départements qui manquent de volonté et notamment de volonté politique pour créer de nouvelles places, eh bien oui, on a certains départements qui sont carencés. Dans d'autres départements où il y a peu de placements, on n'a pas de problématique de ce type-là. Je veux dire, les placements sont faits en accueil. Dans les zones rurales notamment, il y a des familles d'accueil, on privilégie l'accueil familial parce qu'il y a plus d'espace, etc., etc. Mais dans d'autres zones, dans d'autres départements, non, on a vraiment un vrai problème de place. Et c'est d'ailleurs pour ça enfants qui survivent, qui subissent même dans des hôtels. Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'en France, Oui. on place des enfants dans des hôtels livrés à eux-mêmes. La dernière fois, c'était une enfant autiste de 8 ans en Seine-Saint-Denis qui a été placée dans un hôtel toute seule, sans éducateur. Je veux dire, donc on offre aussi ces enfants-là sur un plateau à tous les pédocriminels en France. Je veux dire, il suffit d'aller toquer à la porte de tous les hôtels où on sait qu'il y a des enfants placés et vous verrez qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas d'adultes, il n'y a personne. Ils sont dans une vulnérabilité atroce. Je rappelle quand même qu'en début d'année, justement, ce mode de prise en charge avec des guillemets a conduit à la mort de Jess, qui est un enfant placé dans les Hauts-de-Seine, qui a été poignardé par un autre enfant placé. Voilà. Et ça se passe fréquemment. À Paris, c'est un petit qui s'appelait Nour qui s'est suicidé en se jetant dans la Seine. Donc on a des drames comme ça très régulièrement parce qu'on tolère encore que des enfants soient livrés à eux-mêmes dans des hôtels. Donc nous, ce qu'on demande, c'est très simple, c'est l'interdiction des placements à l'hôtel. C'est une mesure de bon sens qui, voilà, je veux dire, ça n'appelle même pas de commentaires en soi. C'est logique. Et pourtant, on se rend compte que même là, on a des réticences et on a un manque en tout cas de volonté d'agir sur ce sujet. Parce que si on commence à supprimer des places à l'hôtel, pareil, on va avoir un problème du coup comment dire, Oui. de capacité d'accueil sur le territoire. Du coup, le problème, c'est qu'on est dans le palliatif, on n'est pas dans le préventif. Et ce qu'il faut aujourd'hui, là, c'est créer oui, de nouvelles structures dans certains territoires. Je ne dis pas dans tous, mais dans certains territoires. Et surtout des structures à taille humaine et non pas les grosses usines comme on peut avoir l'habitude avec des foyers où les enfants sont 40, 50, 60. Voilà. Comment tu expliques que cette réalité, finalement, c'est la même depuis 60 ans et que ça n'a pas changé? Est-ce que les premiers concernés, donc c'est-à-dire les enfants placés, ont mis énormément de temps avant de prendre la parole, que je crois que notre génération est la première à militer, à s'activer pour déjà reconnaître ce dont on a été victime, pour qu'il y ait une reconnaissance des violences que l'on a subies, mais aussi pour notre dignité et la dignité de ceux qui y sont encore. Donc je pense que vraiment, c'était ça qui manquait. Ce qui manquait, c'était un espace de libération de la parole et je crois qu'on a réussi aujourd'hui à l'investir. Donc maintenant, on va continuer de se battre, on va continuer d'amplifier ce mouvement de libération de la parole, de l'élargir. Moi, je travaille beaucoup maintenant avec d'autres pays parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce qu'on subit en France, c'est similaire à ce qui se passe aussi au niveau des dispositifs de protection de l'enfance dans plein d'autres pays. Au Chili, par exemple, c'est la CENAME. Donc, en France, c'est l'ASE, là-bas, c'est la CENAME. Il faut savoir que les enfants subissent la même chose au Chili que ce que nous avons et ce que nous continuons de subir en France. Il y a même des enfants assassinés dans les foyers au Chili, par exemple. Au Canada, c'est la DPJ. Tout le monde cite le modèle canadien comme un modèle à prendre un peu en exemple. Or, les enfants placés canadiens sont dans une souffrance absolue. Il y a des associations comme en France qui se sont créées à peu près à la même période que la nôtre au Canada également et qui portent cette parole-là, qui portent ce plaidoyer et qui brisent un peu ce mythe du Canada protecteur. Voilà, il y a des enfants qui sont sous camisole chimique au Canada et qui y restent pendant longtemps. Moi, je l'ai vécu en France, ça par exemple. J'ai été dès l'âge de 6 ans sous Valium, Tertian et Risperdal quand même, alors que j'étais pas un enfant hyperactif et que de toute façon, on ne donne pas ce genre de traitement à des gamins de 6 ans. Voilà, donc ces problèmes sont vraiment généraux. En Italie, en Allemagne,
En Suisse, par exemple, et c'est un peu pour le coup mon modèle, le modèle suisse, les enfants placés suisses se sont mobilisés beaucoup plus tôt par rapport à nous et aux autres pays. Eux, ils ont mené une mobilisation nationale d'une ampleur considérable, où ils ont fait signer une pétition dans la rue à plusieurs, je crois que c'est 1,5 million. La Suisse, c'est pas un pays qui est beaucoup peuplé, donc 1,5 million, c'était énorme. Pour faire reconnaître justement les violences qu'ils ont subies, les violences systémiques et structurelles, parce que tout ça, c'est systémique et c'est structurel. Eh bien, ils ont eu une reconnaissance de leur statut de victime avec des excuses officielles de la première ministre suisse à l'époque, de la chancelière suisse à l'époque. Ils ont eu un plan d'indemnisation à plusieurs millions d'euros pour les enfants victimes qui sortaient d'institutions. Le Danemark a ouvert la voie il y a 2 ans, pareil, en reconnaissant le statut de victime aux enfants placés et en s'excusant. Voilà. Donc, il y a un mouvement international, en fait, de demande de justice par rapport aux violences que l'on a subies et surtout d'une reconnaissance. Pourquoi il n'existe pas de chiffres, de statistiques, d'études sur ce phénomène de violence systémique en France? C'est très compliqué parce que tout simplement aujourd'hui la recherche elle est très peu financée. On a en France l'Observatoire national de la protection de l'enfance qui est rattaché donc, au JIPED, qui est le groupement d'intérêt public pour l'enfance en danger, qui gère aussi le 119. Donc le JIPED c'est le groupement d'intérêt, il gère le 119 et l'Observatoire. Et le problème c'est que c'est quand même un organisme qui est sous-doté financièrement. Qui ne peut pas répondre à toutes les commandes de demandes d'études, d'enquêtes, etc. Et sur les fonds privés, c'est extrêmement compliqué parce que contrairement à d'autres pays, le tissu associatif militant en protection de l'enfance n'est pas non plus extrêmement visible Développé. et développé ici. Donc on manque d'argent pour avoir vraiment des travaux de recherche de qualité. Et puis l'autre facteur, là j'ai envie de dire c'est politique, c'est que les départements ne font que très peu de données à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, même s'ils ont l'obligation normalement de le faire. Et ça, tous les ans, l'ONPE pointe le même problème. Les départements ne remontent pas leurs données, les départements ne remontent pas leurs données. Sauf que comme personne n'est dans la coercition vis-à-vis des départements et personne ne tape du poing sur la table, donc on les laisse faire exactement ce qu'ils veulent quand ils veulent, eh bien, le problème ne s'est jamais résolu. Donc tant qu'on n'a pas ces données-là, tant que les départements ne joueront pas la carte de la transparence pour nous fournir leurs chiffres, eh bien, on sera toujours confronté à des carences de stats et de données. Sur cette question des chiffres, il y a une question de Manuel, d'un spectateur, qui demande s'il y a des chiffres sur les pédocriminels qui se tournent vers les métiers de l'enfance. Non, moi, j'en ai pas en tête. Non, j'en ai pas en tête. Alors, peut-être qu'ils existent, mais à ma connaissance, moi, je les ai pas. Ok. Tu parlais tout à l'heure de l'enfant qui est livré à lui-même. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ce qu'il faudrait regarder, en fait, ce serait le nombre de fois où la justice a prononcé des interdictions d'exercer auprès d'enfants. Voilà. Et je crois savoir que c'est extrêmement bas par rapport aux affaires ici arrivées. Ok. Tu parlais tout à l'heure des enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans l'ASE. Est-ce qu'ils peuvent se tourner vers des adultes référents quand Alors, ils subissent quelque chose? oui et non. Oui, si l'enfant a dans son entourage des personnes de confiance qui ne sont pas membres d'une institution, enfin qui ne font pas partie de l'institution, ça peut être un instit, un professeur par exemple, ça peut être la famille biologique, parce qu'on a tendance quand même à oublier que les enfants placés ne sont pas tous des orphelins et que la plupart ont encore des parents. Donc ça peut être la famille biologique qui elle est en capacité psychique, j'entends, par capacité d'être en relation avec son enfant. Ça peut être en fait ça peut être ça, ouais, ça peut être que ça, parce que j'ai envie de vous dire, même le 119, nous on demande par exemple une réforme du 119 pour justement lutter contre les maltraitances institutionnelles, parce qu'un citoyen ou une citoyenne qui va appeler le 119 pour dénoncer une situation de violence qui a été commise sur un enfant placé, il faut savoir que le 119, lui, le processus classique, c'est il récupère l'appel, donc il prend l'appel, il récupère le témoignage, mais le rôle du 119, c'est pas un rôle de traitement de données, c'est pas lui qui va gérer la situation, il l'oriente vers la cellule de recueil d'informations préoccupantes, qui est directement gérée par le département. Ce qui fait que là, on a un problème manifeste de manque d'indépendance sur le traitement de ces situations-là, puisque quand le 119 renvoie les situations de maltraitance institutionnelle à la CRIP qui dépend du département,
la CRIP se prononce sur un service du département, qui est l'aide sociale à l'enfance. Donc, le département est juge et partie. Donc, nous, on demande à ce que tous les signalements d'enfants victimes de violences institutionnelles soient directement signalés au parquet. Et ça, c'est quasiment jamais fait. En tout cas, selon les statistiques du SNATED, c'est jamais fait. Et c'est très problématique. Nous, on demandait notamment aussi la désignation d'un avocat obligatoire. Et ça, je veux dire, c'est pareil, c'est le b.a.-ba. On vit quand même dans un état de droit. Les enfants placés aujourd'hui, pour qu'il y ait une désignation d'avocat, il faut qu'ils soient non discernants. C'est-à-dire que tous ceux qui sont discernants n'ont pas le droit d'avoir un avocat, ne peuvent pas se voir désigner un avocat d'office. Donc le problème, c'est que on a aussi un manque d'accès à l'information, d'accès au droit. Les enfants placés ne savent pas qu'ils peuvent faire la demande d'avoir un avocat. Très peu le savent et ça ne leur est quasiment jamais dit. Donc voilà, nous, ce qu'on demande, c'est de rendre obligatoire la désignation d'un avocat pour tous les enfants placés. Il y a à peu près 350 000 mesures de protection de l'enfance en France. Il y en a la moitié qui sont à domicile chez leurs parents, ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement éducatif en milieu ouvert. Et puis l'autre moitié, donc 175 000, 180 000, sont soit en famille d'accueil, soit en foyer. Et ben pour les 180 000 enfants, un avocat obligatoire. Voilà. On ne s'en sortira pas de toute façon tant qu'on n'aura pas mis ça en place. Alors oui, ça va coûter beaucoup d'argent, ça va faire exploser le budget de l'aide juridictionnelle, mais s'il faut en passer par là pour que plus jamais aucun enfant placé n'ait à subir des violences dans une institution qui est censée le protéger, alors passons. Tu parlais de l'accès à la justice et de l'accès aux droits pour ces enfants placés. Quels droits ont-ils quand ils sont placés sous protection ? Tous les droits qui sont conférés par la Convention internationale des droits de l'enfant. Hein, je veux dire, c'est pas parce qu'on est un enfant placé que on a moins de droits ou plus de droits que les autres enfants placés. Après, il y a ce qu'on appelle les lignes directrices sur les mesures de protection de remplacement. Donc, c'est l'ONU qui donne des indications spécifiquement pour les enfants placés, mais l'enfant placé a les mêmes droits que n'importe quel autre enfant. Le droit à la vie privée, le droit à l'éducation, le droit à la protection, qui est quand même un droit. Enfin, c'est voilà, tous les droits en fait. Et dans la réalité, ils ont accès à ces droits ? C'est très compliqué. Le droit à la protection, non. Hein. Je pense qu'au vu de ce qu'on a pu se dire depuis le départ tout à l'heure, on peut voir que le droit à la protection de l'enfance n'est pas un droit effectif en France. Quand les institutions qui sont justement en charge de cette protection-là sont bancales, voire maltraitantes et dangereuses, bon, on peut aisément se dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ce droit-là soit effectif. Le droit à la scolarité, c'est pareil. Je ne dirais pas qu'il est effectif en France puisque 70% des enfants placés aujourd'hui sortent de l'aide sociale à l'enfance sans aucun diplôme. On a des taux de déscolarisation avant l'âge de 16 ans qui sont bien supérieurs à la normale. On a, alors je ne l'ai plus en tête le pourcentage, mais c'est 13% d'enfants placés qui passent le bac pour 51% en population générale sur le même âge. Donc on voit bien que nous, on est directement frappés on est les premiers frappés par les inégalités scolaires plus que n'importe quel autre public. Hein. C'est-à-dire que vis-à-vis de cette institution qui est l'institution scolaire, nous, on part avec déjà beaucoup moins de chances que les autres, statistiquement en tout cas. Et ça, c'est pareil, c'est un problème qu'on n'a jamais voulu régler. Moi, je demandais à ce qu'il y ait des profs qui soient mis à disposition dans les établissements. On l'a toujours, tout le monde l'a refusé. Voilà, c'est quand même des mesures de bon sens. Les éducateurs spécialisés, et moi qui le suis, je peux vous le dire, hein, j'ai fait la formation pendant 3 ans que n'importe quel éducateur spécialisé diplômé d'État ne nous apprend pas à faire de l'accompagnement scolaire. C'est pas notre métier. Et d'ailleurs, notre formation est extrêmement légère par rapport aux enjeux du terrain et par rapport aux problématiques qu'on est amené à rencontrer. Moi, je pense qu'on est bien insuffisamment formé et qu'on nous envoie aussi au casse-pipe avec dangerosité, puisqu'on est amené à gérer des situations extrêmement complexes sans avoir les autres. Et c'est préjudiciable, évidemment, en premier lieu pour les enfants. Donc voilà, enfin. Après, le droit à la vie privée, on a vu que pendant le confinement, il n'était pas du tout respecté, par exemple. Enfin, il y avait des enfants qui bénéficiaient pour lesquels le juge des enfants avait ordonné des droits de visite et d'hébergement qui ont arbitrairement été totalement suspendus. Donc, on a eu des enfants placés qui n'ont pas eu de contact avec leurs parents pendant plusieurs mois, pendant 2 mois, ce qui est extrêmement long, je veux dire, quand on a 5 ans, 6 ans et qu'on ne voit pas ses parents pendant 2 mois, alors que c'est ordonné par la justice, mais que l'ASE a décidé de passer outre, ça pose un certain nombre de problèmes. Voilà. Mais bon, la liste serait très longue.
Mais non, globalement, les respects des... Mais j'ai envie de dire, ça ne touche pas que les enfants placés. Les respects des droits fondamentaux des enfants, de toute façon, en France, est un sujet qui préoccupe bien trop peu de monde. J'espère qu'un jour, d'ailleurs, je nous le souhaite collectivement, j'espère qu'un jour, on sera aussi fort que tous les autres mouvements de lutte dans la société, que ce soit la lutte contre le racisme et les discriminations, la lutte contre les LGBT-phobies, le féminisme. C'est des mouvements aujourd'hui qui ont un rapport de force et une force de frappe dans la société qui est phénoménale parce qu'ils se sont institués aussi en lobby et il y a des revendications qui sont claires, un tissu associatif qui est capable de porter ces revendications, de politiser aussi et d'éviter de dépolitiser les problématiques. Nous, en protection de l'enfance, je trouve qu'on est encore loin du compte. Donc ça, s'il y a bien un objectif qu'on doit se fixer dans les années à venir, pour moi, c'est celui-ci, c'est repolitisons la protection de l'enfance, repolitisons l'enfance, prenons notre place dans le débat politique et surtout, fédérons-nous pour avoir le même rapport de force, la même force de frappe que tous les autres mouvements qui existent. Aux États-Unis, par exemple, il y a des manifestations pour la défense des droits des enfants. En Angleterre, la protection de l'enfance peut soulever des foules. Je veux dire, c'est des vrais sujets de préoccupation, c'est des vrais sujets de mobilisation, c'est des sujets qui sont abordés dans le cadre électoral. Nous, la protection de l'enfance n'est jamais abordée dans un cadre électoral. Là, l'année prochaine, on va avoir les élections départementales. Donc, je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, les départements, c'est ceux qui gèrent l'aide sociale à l'enfance, c'est les chefs de file de la protection de l'enfance en France. Vous verrez que dans les programmes, en tout cas sur les précédentes départementales, j'ai vérifié, la majorité des programmes n'avaient pas une ligne sur la protection de l'enfance. C'est 9 milliards d'euros chaque année. Or, la masse salariale des fonctionnaires territoriaux, c'est parfois le deuxième plus gros budget d'un département en matière d'action sociale après le RSA. Donc, c'est une importante pour laquelle on a investi quand même un budget important. 9 milliards, c'est pas rien. Ça reste insuffisant par rapport aux besoins, mais c'est pas rien. Donc voilà, c'est aussi ça. Donc comment on se saisit de ces enjeux-là et comment on franchit et comment on fait effraction finalement dans le débat public pour nous faire entendre. Et là-dessus, bossons ensemble parce que vraiment, faut qu'on y arrive. De quel œil le Conseil de l'Europe, l'ONU et les grands organismes voient-ils les dysfonctionnements systémiques français, en fait, la protection de l'enfance? C'est très compliqué. En fait, on est évalué tous les 5 ans par le Comité international des droits de l'enfant de l'ONU. Et tous les 5 ans, en général, on se prend un taquet dans la gueule où on nous dit, voilà, c'est insuffisant, c'est insuffisant. Après, moi, je trouve qu'on ne va pas assez loin. Sur la façon dont les instances onusiennes ou internationales nous évaluent, ça va pas assez loin. Je veux dire, on va aborder des éléments de surface, c'est-à-dire le niveau de vie des enfants. Alors oui, en effet, il y a beaucoup trop d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc c'est alarmant et voilà, on va pointer ça du doigt. Mais tout ce qui va toucher aux violences, et notamment aux violences sexuelles, malheureusement, je trouve que ces instances sont encore beaucoup trop frileuses pour nommer les choses et pour dire qu'en fait, on est bien à la ramasse. Je veux dire, aujourd'hui, on vit dans un pays qui n'a toujours fixé aucun seuil d'âge de non-consentement. C'est quand même une réalité qui est atroce. Alors qu'il suffirait d'une proposition de loi, de quelque chose de très simple, qui instituerait un nouveau crime qui viserait à dire que tout acte sexuel commis contre un enfant, par un adulte contre un enfant, est condamnable de 20 ans de prison. Je veux dire, voilà, c'est quand même Et pas... ça n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait. Il faut qu'on sorte de la définition du viol telle qu'elle est prévue dans le code pénal actuellement. Il faut qu'on sorte des qualificatifs du viol qui est la menace, la contrainte, la surprise, la violence, parce qu'un enfant ne peut pas prouver ça. C'est impossible. Déjà, un adulte a du mal. Comment voulez-vous qu'un enfant soit en capacité d'amener des éléments de preuve par rapport à ces qualificatifs et à ces facteurs-là? C'est impossible. Donc, on arrête, on crée un crime spécifique. C'est très simple. Il faut qu'on passe à l'acte. Il faut le faire. C'est une évidence. Et par exemple, là-dessus, le Comité international des droits de l'enfant de l'ONU n'a pas eu un mot, alors que pour moi, c'est une priorité aujourd'hui. C'est une priorité. On ne peut pas continuer de vivre dans un pays qui est incapable de rendre justice à ses enfants. C'est inimaginable. Pour ceux qui sont intéressés par ces questions-là, on reçoit Muguette Dini sur la question du viol et des violences sexuelles sur mineurs dans la loi et dans la justice. Donc, on la reçoit vendredi prochain. Voilà, comme ça. Qui a permis à la protection de l'enfance de faire un bond de 10 ans avec sa collègue qui est d'ailleurs toujours... Michel Meunier.
Meunier. C'est grâce à elle qu'on a eu la réforme de la protection de l'enfance en 2016. Et moi, je les remercie du fond du cœur et je leur suis extrêmement reconnaissant parce que grâce à elle, on a pu avoir quand même de belles avancées, notamment sur la question du délaissement parental et des liens du sang, sur la facilitation des adoptions simples, sur les sorties de l'aide sociale à l'enfance. Bon, on n'a pas tout obtenu, mais on a eu quelque chose et quelques trucs et elles nous ont été vraiment d'une grande aide. Ça a été les premières à nous soutenir, à nous écouter et à agir, surtout de façon concrète avec Laurence Rossignol à l'époque. On en parlera du coup vendredi prochain. Je voudrais aborder une autre grande thématique avec toi liée à ton vécu, mais aussi au vécu des enfants victimes de violences sexuelles ou non. Comment l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, prend-elle en charge ou ne prend pas en charge les traumatismes ? Je pense que là, ça se joue. Déjà, elle ne le prend pas en charge parce que je crois que c'est un constat qui est partagé très largement. La pédopsychiatrie en France, elle est ravagée, ravagée de chez ravagée, et on n'a jamais mis les moyens là-dessus. Donc, on a un retard qui est accumulé et qui est phénoménal. La question de la formation des professionnels, pour moi, elle est aussi primordiale sur ce sujet-là. Nous, en 3 ans de formation, on ne nous a même pas expliqué ce qu'était un trauma déjà. Donc, je veux dire, okay. Voilà, on part de là, si vous voulez, on part de là, c'est-à-dire il va falloir qu'on réforme en profondeur les référentiels de formation pour aborder toutes ces notions avec les professionnels qui sont amenés à exercer en protection de l'enfance. Donc pour moi aujourd'hui, non, elle répond pas à elle est en incapacité totale de penser ça. Et d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas que ça repose uniquement sur l'aide sociale à l'enfance. Il faut vraiment que ce soit la question de la prise en charge des enfants victimes, elle doit être portée à un niveau interministériel. Je veux dire, aujourd'hui, on a des départements, et c'est vrai, qui ont envie de bien faire, qui ont conscience que là-dessus, on est carencé. Je pense à la Loire-Atlantique, je pense à la Gironde et à d'autres départements qui savent qu'on est dans une merde pas possible sur la prise en charge du psychotrauma et la prise en charge et l'accompagnement des enfants victimes, qui essayent de créer de nouveaux dispositifs, mais qui rencontrent des freins phénoménaux. Le dialogue entre les départements et les ARS, qui peuvent financer les réseaux de soins, etc., est extrêmement compliqué, extrêmement tendu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle à une homogénéisation du dispositif en le renationalisant, en remettant tout à un niveau État, pour pouvoir justement avoir une coordination des acteurs qui profitent à l'ensemble des personnes, que ce soit des victimes et des professionnels. Il y a un commentaire de Catherine qui dit quelque chose qui me paraît très pertinent. Derrière chaque éducateur, ce sont des êtres à part entière avec des souffrances, des blessures. Et malheureusement, tant que ces personnes aussi ne se soignent pas, elles ne feront que transférer leurs stigmates. Et du coup, ça m'amène aussi à une question. Comment toi, tu as mis des mots sur tes propres traumatismes ? Comment j'ai mis des mots? Déjà, j'ai parlé énormément. J'ai parlé énormément de mon histoire. Moi, j'en ai pas fait un tabou, j'en ai pas fait un sujet de malaise. C'est quelque chose avec lequel aujourd'hui je suis assez serein et clair. Enfin, je veux dire, j'ai des souffrances. J'ai même aujourd'hui des souffrances qui persistent, hein, qui sont des conséquences directes de ce que j'ai subi enfant, que ce soit dans mes relations amoureuses, par exemple. Comment tu te construis par rapport à ça ? Comment je me construis pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Je ne crois pas en un remède miracle. Je pense qu'en fait, on fait comme on peut au jour le jour avec les moyens qu'on a. Il y a des jours, je me sens très fort. Il y a des jours, je me sens moins fort. Et je prends ça comme ça me vient. Après, dans mon cadre professionnel, moi, ce qui m'aide à penser mon métier et ce qui m'aide aussi à agir dans l'intérêt des personnes que j'accompagne et pour leur bien-être, c'est de toujours avoir. Moi, j'accorde une importance politique à mon métier. Je veux dire, un éducateur, c'est pas seulement un technicien qui va apporter des réponses techniques ou qui va avoir des outils techniques pour répondre à un symptôme ou voilà. On nous a tellement gavés nous avec la psychanalyse en formation que je peux vous assurer que nos notions sont pas forcément les meilleures. Hein. Quand on en a parlé un peu, je crois, avant-hier avec, j'ai perdu le nom, Soraya Desmourard frère sur la psychanalyse et sur l'inceste et sur les pulsions de l'enfant, etc. Pour redonner une vision politique, le travail social aujourd'hui, le métier d'éducateur spécialisé, c'est de la résistance.
on est constamment en résistance. On est en résistance contre des décisions politiques, on est en résistance contre des politiques publiques parfois qui ne sont pas adaptées. Voilà, et on est en résistance parce qu'on est aux prises avec les plus grandes difficultés que la société connaisse. Là où on exerce, c'est la face sombre de la société. Quand on travaille en protection de l'enfance, il n'y a rien de plus sombre que la protection de l'enfance. Hein. Je veux dire, c'est quand même un des secteurs. Tu prends le pouls de la société quand tu. Vraiment, moi je l'ai ressenti. T'as le pouls de la société. Quand tu travailles en protection de l'enfance, tu peux arriver à voir un peu comment les choses évoluent globalement, en fait. Ça te donne de très belles lunettes et parfois c'est un peu fatigant parce que justement c'est très sombre et c'est assez noir. Mais moi, ce qui m'aide, en tout cas dans mon travail au quotidien, c'est de l'avoir politisé et je ne différencie pas mon militantisme de ma pratique. Voilà. Mhm. Après, évidemment, dans la mesure du possible. Il y a des situations où il faut être vigilant et moi j'ai la chance de travailler avec des personnes, avec une équipe solidaire, solide, avec laquelle je parle beaucoup. J'ai toujours été honnête avec les personnes que j'accompagnais. Je ne suis pas un super-héros, je n'ai pas des super-pouvoirs, je suis un être humain qui a des failles et quand je suis en difficulté, je le dis. Voilà, et je pense qu'il n'y a rien de pire. Moi, quand j'étais un enfant placé, je voyais parfois les adultes dépassés qui n'arrivaient pas à m'apporter de réponse, qui n'avaient aucune solution, mais qui mentaient parfois, enfin pas qui mentaient, mais qui en tout cas ne le disaient pas clairement, et ce qui me laissait penser que il se passait quelque chose, enfin en tout cas que c'était pas très clair, qui me faisait en tout cas ne pas me sentir en confiance. Et moi, Mhm. quand j'atteins des limites ou quand je n'y arrive pas ou quand je ne comprends pas, je le dis. Et ça, je pense que c'est aussi fondamental. Voilà. Et il faut qu'on redescende un peu, nous, de notre piédestal quand on est travailleur social parce que souvent on considère qu'on est des super-héros, qu'on a plein de pouvoirs, qu'on va sauver la planète, qu'on sait mieux que tout le monde, et on se positionne souvent comme ça, alors que non, les personnes qui savent le mieux, c'est celles qui le vivent, et celles qui le vivent, c'est les personnes qu'on accompagne. Donc en fait, les premières expertes aujourd'hui, c'est les personnes, c'est les enfants placés, c'est les personnes dans nos centres d'hébergement, voilà, et ça rend plus humble aussi que de le concevoir de cette façon-là, je trouve. Mhm. C'est une question que vous vous posez au début du livre et que je voulais vous reposer. Actuellement, est-ce qu'il vaut mieux placer un enfant en foyer ou le laisser dans sa famille défaillante? Alors, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas parce que le jour où j'y répondrai, c'est le jour où j'arrêterai de me battre. Pour moi, c'est inconcevable qu'aujourd'hui, on puisse... Enfin, je comprends, hein, mais j'ai pas envie qu'on en... Enfin, on en est peut-être là, malheureusement, ou alors je suis encore dans le déni, je sais pas, mais je ne veux pas penser qu'il est préférable pour un enfant de rester dans un environnement familial violent, maltraitant, plutôt que d'être placé. Même s'il y a des institutions qui sont vraiment maltraitantes et violentes, elles aussi, globalement, il y a des familles d'accueil qui font bien leur boulot, il y a des professionnels qui sont impliqués, il y a des petites structures à taille humaine qui fonctionnent bien, etc. etc. Pour moi, ce serait signer l'échec de la protection de l'enfance. Si je dis ça aujourd'hui, ça veut dire que la protection de l'enfance n'existe plus. Et c'est pour moi pas concevable. Ce serait Mhm. un désastre. Ce serait un désastre, vraiment. Mais je comprends, il y a beaucoup de gens, moi, de plus en plus, qui me demandent, qui me disent, mais du coup, est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit placé ou pas, tu penses? Parce que voilà, mais c'est une question, mais je peux pas y répondre. Mhm. C'est trop dur. Pour moi, justement, on se bat là pour faire en sorte que chaque enfant ait le droit à une protection et à une vraie protection. C'est-à-dire qu'on ne les mette pas dans des institutions où ils vont de nouveau subir. Voilà. Donc, tant qu'on se bat, tant qu'on continue de se battre pour obtenir ça et faire valoir ça, je ne peux pas imaginer qu'on préfère laisser un enfant dans une famille maltraitante où parfois il peut être amené à subir l'inceste, les violences sexuelles, les humiliations, etc. C'est pas possible. Il y a une part de risque, c'est vrai, à placer un enfant dans une institution aujourd'hui, clairement. Mais justement, battons-nous pour rendre nos institutions meilleures qu'elles ne le sont, plutôt que de continuer de sacrifier des enfants en les laissant dans des familles qui les bousillent, tout simplement, parfois même qui les tuent. Je veux dire, c'est pas pour rien quand même qu'on a aujourd'hui une bonne partie d'infanticides qui étaient déjà dont les enfants étaient déjà suivis par les services sociaux ou qui étaient déjà suivis par les médecins. Je veux dire, beaucoup d'enfants morts sous les coups d'un ou de leurs parents étaient déjà repérés, sauf qu'ils n'avaient jamais été placés. Donc il y a toujours cette question de et s'ils avaient été placés, est-ce qu'on en serait là? Je pense à la petite Vanille en disant ça. La petite Vanille qui est morte Mhm.
sous les coups de sa mère en début d'année. Ça m'avait bouleversé cette affaire, vraiment, parce que bah, en fait, si cette gamine, si déjà on avait retiré l'autorité parentale et que cette gamine elle avait été placée, on n'en serait pas là. Voilà. Et il y a toujours une part de risque, c'est vrai. Mais battons-nous pour améliorer le système. Je préfère qu'on améliore le système plutôt qu'on démissionne collectivement en disant que finalement, c'est pas si grave de laisser un enfant dans une famille maltraitante. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un commentaire, donc il y a un commentaire question que je vais vous lire. On a reçu Hélène Romano la semaine dernière et elle parlait des enfants qui parlent ou les mamans qui dénoncent leur mari incestueux. Le parent protecteur est complètement bafoué dans la justice, notamment les mères. Il y a deux possibilités. Soit l'enfant est remis aux parents maltraitants, soit l'enfant est placé abusivement à l'aide sociale à l'enfance et donc retire l'autorité parentale à la mère sans raison. De ce fait, les places donc là, elle dit, du coup, il y a des placements injustifiés, donc sont prises en foyer, et donc pas assez de place pour les vrais enfants en danger. Ça, c'est une problématique. Qui, du coup, des anciennes personnes comme l'IS Loufoque dénoncent ce manque de moyens. Et la question, c'est qui s'enrichit sur le dos des enfants ? Alors, il y a plusieurs choses sur cette question qui sont très intéressantes parce que ça, c'est pareil, c'est un des sujets, je crois, les plus clivants en protection de l'enfance. La question des placements abusifs, parce que ça dépend de comment c'est abordé. Et souvent, malheureusement, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de discours complotistes autour de ce sujet-là, même s'il y a une part de réalité. Je pense qu'il faut toujours se souvenir, et c'est Édouard Durand qui le disait, mais pas que, les militantes féministes le disent aussi, protéger la mère, c'est protéger l'enfant. Et le problème, c'est que en protection de l'enfance, cette doctrine-là n'existe pas. Les professionnels ne l'ont pas en tête. Donc, dès qu'il y a une situation, notamment d'inceste ou de violence conjugale, par exemple, souvent le réflexe premier des professionnels de la protection de l'enfance et de la justice, c'est de dire on extrait tout de suite l'enfant de cet environnement-là et on laisse les adultes d'un côté. Sauf que dans ces situations, c'est vrai qu'il est quand même préférable dans l'intérêt de l'enfant de toujours avoir en tête que protéger la mère, c'est aussi contribuer à protéger l'enfant. Et ça ne va jamais de pair. Voilà, les deux ne vont jamais de pair. Donc là-dessus, il y a un vrai processus à mener de fond, de changement des mentalités, de changement des pratiques. Il faudrait davantage créer de dispositifs et de lieux pour accueillir les mères et les enfants. Même les familles nombreuses, parce qu'on se rend compte aussi que, par exemple, une femme qui a plusieurs enfants, pour trouver un hébergement dans le cadre de violences conjugales ou dans le cadre d'une dénonciation d'inceste, par exemple, eh bien, c'est le parcours du combattant. Et donc, dans les dispositifs d'adultes, je ne parle pas des dispositifs de protection de l'enfant, je parle bien des hébergements pour adultes, du fait, justement, pour le coup, là, d'un vrai manque de place, eh ben, on va te dire, non, on place l'enfant, parce que de toute façon, on ne peut pas laisser l'enfant avec sa mère, il n'y a pas de solution. Voilà. Donc ça, c'est aussi un des discours que moi j'entends parfois, qui m'affole parce que je trouve que c'est c'est préjudiciable pour l'enfant et pour la mère. Et là-dessus, il y a un vrai changement de paradigme à avoir. C'est une évidence. Après, je peux comprendre parfois cette urgence-là, parce que quand on est confronté à des situations de violence conjugale, il ne faut pas oublier que l'enfant en est victime également. Et quand on est confronté à des situations où l'enfant est victime de ces violences conjugales, qu'on n'a pas de solution matérielle concrète pour exfiltrer la mère du domicile, je comprends que la première réaction à chaud des professionnels, c'est de dire, eh bien, dans ces cas-là, on protège l'enfant immédiatement, on le prend et on le place. Je peux comprendre, parce que ça peut parfois, en effet, sauver la vie d'un enfant que d'agir de cette façon-là. Après, derrière, les délais judiciaires sont beaucoup trop longs. Quand on place un enfant, le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand on va le récupérer. Il y a un problème d'accès aux droits également. Très peu de parents d'enfants placés font appel à des avocats, donc il y a beaucoup de droits qui sont bafoués. Les droits des parents de parents d'enfants placés sont régulièrement bafoués, et ça, c'est pareil, c'est un vrai problème. Il faut absolument qu'aujourd'hui, les parents d'enfants placés se mobilisent à leur tour, créer, comme on a pu le faire, nous, au niveau des enfants placés, des collectifs, pour faire valoir leurs droits, parce que ça, c'est encore très peu fait. Après, il y a tous les collectifs masculinistes qui le font et qui instrumentalisent vachement la question, les pères sur les grues notamment, etc. Donc, méfiez-vous, par contre, de ces mouvements-là, parce qu'ils peuvent récupérer aussi le... C'était par rapport à cette question-là. Souvent, c'est des parents séparés. On a reçu Hélène Romano et Eugénie Izard qui parlaient donc des dangers en protection de l'enfance et notamment des dérives dans le système judiciaire par rapport à ces questions-là d'inceste et d'enfants qui sont laissés avec le père incestueux. Le pseudo-syndrome d'aliénation. Oui, c'est ça.
Moi, vous savez, j'ai été diplômé, donc là, j'ai été diplômé en 2019, donc l'année dernière, l'été 2019, et donc en troisième année de formation d'éducateur spécialisé, j'ai eu un examen sur table sur le syndrome d'aliénation parentale, avec une étude de cas où il était fait mention de façon très claire du syndrome d'aliénation parentale. Donc tant qu'on continue aussi de bourrer le crâne des professionnels avec des conneries comme celle-ci, on ne s'en sortira pas. Voilà. Et je parle beaucoup de la formation, mais parce que c'est aussi un des sujets qui est sous-estimé en protection de l'enfance. Ça fait très peu l'objet de revendications politiques, la question de la formation, mais c'est notre bien commun. La formation des professionnels de la protection de l'enfance, c'est aussi notre bien commun. On doit s'en saisir parce que des professionnels formés, c'est évidemment des enfants qui seront accompagnés de façon efficiente et protectrice. Voilà. Donc revendiquons une meilleure formation des professionnels. Je rappelle juste pour ceux qui nous écoutent que le syndrome d'aliénation parentale, c'est une théorie qui a été développée et qui est fausse, scientifiquement en tout cas non valide, et qui dit que les mères en fait sont aliénantes pour leurs enfants et que donc les enfants qui parlent de ce qu'ils peuvent vivre dans leur famille de la part de leur père, des incestes, des violences sexuelles, etc., sont faux et ce sont des mensonges. Et donc, c'est ce qui, on en arrive du coup à des dérives du système judiciaire. Si ça vous intéresse, on en reparlera demain avec Patrick Jean, qui a écrit un livre, La loi des pères. Voilà. Pour, un conseil aussi aux parents, si certains d'entre eux nous regardent, n'hésitez surtout pas à attaquer les rapports sociaux. Hein. Je veux dire, les rapports, nous, quand on fait des écrits en tant que travailleur social, on est juridiquement soumis à un certain cadre. On ne peut pas diffamer les personnes, on ne peut pas avoir comment on appelle ça, mince, j'ai oublié le terme. On ne peut pas dire n'importe quoi, ça peut nous être reproché pénalement, je veux dire, ça peut être de la diffamation calomnieuse, ça peut être plein de choses. Donc s'il y a des écrits, parce que les écrits en protection de l'enfance, c'est quand même c'est la base, hein, un juge statue sur des écrits hein, plus que sur des paroles, sur des audiences, c'est souvent les rapports qui font quand même pencher la balance. N'hésitez pas à attaquer les travailleurs sociaux. Hein. Moi, plusieurs fois dans les rapports, quand j'ai relu mon dossier judiciaire, il y avait écrit texto, je cite, et j'ai 26 ans, hein, donc c'était pas il y a 50 ans, hein, je suis né en 94, voilà. Donc déjà dans les années 2000, il était écrit dans certains rapports, je cite, hein, la mère de l'IS est folle. Voilà. Et on présentait les choses de cette façon-là. Donc, donc ça, par exemple, j'aurais pu l'attaquer en justice j'aurais pu attaquer la personne qui a rédigé ce rapport en justice j'ai oublié le terme juridique, mais voilà, c'est pénalement répréhensible que d'écrire ce genre de choses. Donc, même, nos écrits professionnels sont réglementés. Je crois qu'il y a même, c'est dans la loi. Donc il faut vraiment vous saisir de ces outils-là et prenez des avocats parce que vraiment, enfin ça c'est les personnes n'ont pas forcément les moyens à la fois psychiques de se mobiliser là-dessus ou financiers tout simplement, mais l'aide juridictionnelle est là pour ça. Dans les procédures en assistance éducative, vraiment allez-y. Prenez des avocats parce qu'on a de très très bons avocats qui sont compétents, qui peuvent faire sauter des placements, qui peuvent utiliser toutes les voies de recours qui sont en leur possession et parfois ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Et le problème c'est que la justice des mineurs et particulièrement l'assistance éducative ne fait que l'objet que de très 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 peu d'appels. Donc si à un moment donné vous estimez être victime, si l'enfant est victime de placement abusif, parce que c'est pas vous qui êtes victime, c'est l'enfant en premier lieu qui est victime de placement abusif, c'est pas les parents en fait en tant que tel, c'est l'enfant qui est d'abord victime de placement abusif puisqu'il est indûment séparé de ses parents ou de son parent plus précisément. Dans beaucoup de cas, c'est son parent plutôt que ses parents. Et donc, dans ces situations-là, malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait très très peu d'appels qui étaient faits. Donc faites appel parce que c'est aussi votre droit et qu'on ne peut pas dénoncer les placements abusifs si à un moment donné on n'utilise pas non plus les voies de recours qui nous sont offertes par notre code pénal et par notre constitution. Donc vraiment, utilisez les voies de recours, faites-le. Et ça va aussi contribuer à faire évoluer les pratiques, parce que quand les juridictions verront leurs décisions de placement retoquées les unes après les autres, parce que justement, ils auraient pu trouver d'autres solutions, c'est-à-dire ne pas séparer la mère de ses enfants ou de son enfant, etc., ça va les forcer à revoir
leur position, peut-être même à se former, je l'espère, parce qu'il y a un gros besoin de formation des magistrats, et ils prendront plus de temps de réflexion avant d'ordonner des placements. Voilà. On arrive bientôt à... Merci. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Est-ce que tu peux nous parler de ton film et de l'importance de parler avec des images qui peut-être impacteront plus le public? Ben, en fait, moi, je fonctionne beaucoup aux outils. Donc, en fait, c'est pas une finalité en soi. Le livre n'était pas une finalité. D'ailleurs, après, on a fait des documentaires. Je fais à peu prait un documentaire par an. Donc, j'en ai eu. Donc, on dénonce, hein, on jette des pavés dans la mare à chaque fois. En fait, c'est ça. C'est le livre. On a fait un bouquin. Ça a interpellé, ça a permis un peu de démocratiser le sujet, etc. C'est une bonne chose, mais ça n'a pas été suffisant puisque nos conditions de vie ne se sont pas améliorées après ça. Hein. C'est pas un livre qui révolutionne les choses, même si ça contribue à sensibiliser. On a fait plein de documentaires, c'est pareil. On a eu un ministre qui a été nommé après la diffusion d'un de ces documentaires qui touchait justement qui traitait des violences institutionnelles en protection de l'enfance. Est-ce que pour autant la situation a évolué? Non. Donc voilà, moi je tâte, je fais après le livre, après les documentaires, ça sera une fiction. Je me dis que peut-être que par le biais de la fiction, on arrivera à sensibiliser une masse plus importante sur la situation et les conditions de vie déplorables des enfants placés. Et je compte sur la société civile pour faire bouger ça. Donc, du coup, voilà, le bouquin est adapté en film. Ça va s'adresser à une autre cible, on va dire, et ça contribuera, je l'espère, en tout cas, à renforcer le nombre de soutiens que l'on peut avoir et surtout à contribuer aussi à politiser le sujet. Il y a les élections départementales l'année prochaine. J'insiste encore là-dessus, mais franchement, voter pour des personnes qui auront un intérêt pour la protection de l'enfance. Parce que sans ça, nous, derrière, on continuera d'en pâtir, quoi. Donc, c'est aussi notre responsabilité collective de citoyens que d'être vigilant par rapport à ça et de se battre pour préserver ce service public et ce bien public qu'est la protection de l'enfance. Donc, ouais, le film, donc, il est en tournage et normalement, il sera diffusé l'année prochaine. Voilà. Est-ce qu'une campagne de pub, alors c'est une question d'un internaute, est-ce qu'une campagne de pub, ça pourrait faire avancer la cause? Là, on travaille avec. Alors, en fait, en Suisse, moi, je bosse avec une ONG, enfin une organisation suisse. On va plutôt agir à un niveau international, en fait, Mhm. par rapport aux enfants placés, parce que moi, en fait, mon rêve, et ce qui permettrait quand même de faire considérablement changer les choses, à la fois dans le droit, mais dans les pratiques, ce serait de rajouter un protocole additionnel à la Convention internationale des droits de l'enfant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est rendu compte que les enfants placés, peu importe le pays dans lequel ils vivent, subissent exactement les mêmes choses, les mêmes problématiques. Les mises à la rue à 18 ans, les violences en famille d'accueil, les violences en foyer, le manque de formation des professionnels, le manque de coordination, le manque de volonté politique. Tout ça, c'est un partage international, c'est constaté partout. Donc on s'est dit, il vaut mieux agir. En France, j'arrive pas. En France, on n'est pas écouté. Voilà, je vais être honnête, on a un ministre qui ne sert à rien, qui ne fait que du vent, qui jusqu'à présent nous a plus foutu dans la merde qu'autre chose par ailleurs et qui n'a aucune envie de s'impliquer sur ce sujet. Donc, je veux dire, il y a un moment donné, si dans notre propre pays, on n'est pas capable de faire changer les choses, agissons à une échelle plus large, à une échelle internationale. Et si on rajoute un quatrième protocole additionnel du coup à la CID sur les mesures de protection de remplacement qui viserait à définir justement dans un texte qui a une valeur juridique, hein, ce qui s'applique en France. Hein, la Convention internationale des droits de l'enfant, elle s'applique, ça a une valeur de loi, c'est-à-dire qu'il faut respecter. C'est contraignant, c'est un texte contraignant. Donc, si on rajoute ce protocole-là, pour rajouter justement des droits supplémentaires pour les enfants placés ou justement un encadrement de ce qu'on appelle les mesures de protection de remplacement, ça s'appliquerait aussi dans le droit français, si évidemment la France décide de ratifier ce nouveau protocole. Mais ça sera une bataille au long cours. Donc voilà, donc on est en train de mener avec une fondation suisse qui avait réussi justement à porter tout le plaidoyer suisse, qui avait obtenu les indemnisations, la reconnaissance du statut de victime et les excuses de leur État. On est en train de se fédérer. Donc là, on a plusieurs réunions en ce moment pour se coordonner. On va faire une pétition à une échelle européenne qu'on va monter ensuite petit à petit. Voilà, donc c'est en cours. Il y aura des actions l'année prochaine de cet ordre-là pour réclamer plus de droits et surtout une meilleure effectivité des droits. Je vais te poser une dernière question, mais je pense que moi, je connais déjà la réponse. Et tout le monde aussi, est-ce que tu y crois encore à l'action politique pour faire bouger les choses? Ouais, j'y crois, j'y crois. J'y crois, je vois là, parce que je suis très critique, c'est vrai, sur le système hein, depuis tout à l'heure, mais en l'espace de 7 ans, on a avancé
comme jamais on aurait pu avancer avant. Je veux dire, on a réussi à se fédérer. Déjà, on a réussi à se reconnaître les uns les autres. Les enfants placés aujourd'hui, parlent de plus en plus spontanément de leur parcours. Avant, on avait tous honte. Moi-même, j'avais honte d'être un enfant placé. Je disais que j'habitais chez ma grand-mère, etc. Donc, il y a des choses qui évoluent vraiment dans le bon sens en termes d'autodétermination. Voilà. Et ça me donne de l'espoir pour la suite. Je sais que les fruits, on les récoltera peut-être pas nous. Ça va mettre très longtemps, très longtemps. Je veux dire, on voit bien comment la question des droits des femmes a mis énormément de temps à prendre ses racines dans la société pour avoir en plus après des résultats. Et d'ailleurs, c'est une bataille qui est perpétuelle et qui continue et qui continuera probablement encore très longtemps. Pour la protection de l'enfance, moi j'ai l'impression qu'on est aux prémices de tout ça. Je veux dire, quand on a déjà quand même dans notre droit, nous n'avons même pas un seuil d'âge de non-consentement, on part de zéro. Donc je pense qu'on a bien 50-60 ans encore de combat à mener. Pour que la protection de l'enfance soit réelle dans ce pays et dans tous les autres pays. Il ne faut pas non plus être auto-centré sur la France. Il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs, c'est fondamental. Et oui, je suis optimiste parce que ces dernières années nous ont montré qu'on était capable de s'organiser, qu'on était capable d'être fiers de ce que l'on est, qu'on était capable de porter un plaidoyer, qu'on était même capable parfois de faire peur. Et ça, je m'en suis rendu compte. On sait utiliser les outils du 21e siècle pour forcer le politique à agir aussi. Donc c'est plutôt rassurant de voir qu'on peut avoir cet impact sur la société. Donc maintenant, en fait, pour moi, une des étapes fondamentales, ce serait qu'on s'unisse les uns les autres. Toutes les associations de protection de l'enfance, quelles qu'elles soient, et quel que soit le domaine de spécificité qu'elles peuvent avoir, et qu'on crée une vraie coalition, un vrai syndicat des enfants presque, où on porterait un plaidoyer commun, des revendications communes, on sera beaucoup plus fort. Le vrai problème aujourd'hui, et peut-être là où je suis moins optimiste, c'est qu'on est beaucoup trop divisés les uns des autres pour obtenir des résultats concrets et surtout pour les pousser à agir. Notre division aujourd'hui n'est clairement, c'est notre point faible et ça ne fait pas notre force, quoi. Donc, unissons-nous, c'est fondamental. Merci, Lias Loufoque, d'avoir été avec nous ce soir. Je suis désolé, c'était dimanche. J'espère que j'ai pas été trop long et trop rébarbatif. Je suis un peu fatigué. Donc, on a eu beaucoup de commentaires. Je t'enverrai la vidéo pour que tu puisses lire et répondre aux personnes qui ont commenté et qu'on n'a pas pu forcément... j'ai pas pu tout communiquer. Je voulais aussi profiter de cet entretien avec toi pour rendre hommage à ma maman et à toutes les femmes et tous les hommes comme toi, Lies, placés à l'aide sociale à l'enfance et qui portent ce combat. Merci beaucoup. Demain, nous recevrons Patrick Jean, auteur du livre La loi des pères aux éditions du Rocher, pour parler de l'aveuglement de la justice et de la société face à l'inceste et la pédophilie. Comme d'habitude, cette vidéo sera disponible très prochainement en replay et on se retrouve demain à 20h. Merci encore. Non, c'est bon. J'allais faire un commentaire, mais bon. Oui, allez-y. Non, j'allais dire à Patrick, c'est un petit message pour Patrick, mais le congé parental là, obligatoire, c'est pas nécessairement qu'une bonne chose si ça s'accompagne pas de mesures de prévention, notamment sur le syndrome du bébé secoué d'une part, et sur les préventions des violences. Parce que moi, là-dessus, on me prend pour un parano souvent, et je veux bien croire qu'il y a peut-être une part de paranoïa, je sais pas, mais rendre obligatoire la présence, le congé parental, et particulièrement paternel, du coup, pas de paternité, donc ce qui a été voté en première lecture la dernière fois, c'est augmenter aussi la présence d'hommes au domicile. Je ne dis pas que tous les hommes sont des agresseurs en puissance, mais on sait quand même qu'en termes de passage à l'acte et de violence sexuelle, ils sont nombreux. Donc j'espère que ce ne sera pas un sujet qui passera à la trappe et que si on augmente, parce que je sais que Patrick s'est beaucoup satisfait du congé parental obligatoire, mais je crois qu'il est fondamental de toujours avoir en tête que ça doit être une mesure qui doit profiter aux enfants avant tout, et pas aux pères, aux enfants. C'est pour les enfants qu'il y a un congé parental et surtout ça doit s'accompagner vraiment de mesures de prévention beaucoup plus importantes que ce qui existe aujourd'hui, parce que j'ai bien peur qu'on note une augmentation du nombre de violences intrafamiliales. Ma crainte, voilà. Donc je sais pas à l'objet de après comme il est beaucoup impliqué sur ce sujet-là, on lui posera la question demain. Je vous enverrai l'extrait pour vous donner la réponse. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce live.